Eh bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Lloyd, je suis tech évangéliste ici au MIC et mon rôle c'est justement de vous mettre à jour et de faire un petit peu de veille avec vous quand vous n'avez pas trop le temps et vous faire découvrir des choses et que je suis accompagné d'Antoine. Antoine. Antoine, moi je vais me présenter aussi. Donc, je suis également tech évangéliste. Donc, j'ai le même rôle que Lloyd. Donc, je sers exactement la même chose. Donc, j'essaye aussi de vous aider à faire de la veille technologique et donc de vous la montrer et de voir à quoi ça peut servir pour vous. Ok, et donc, rentrons, on va quand même montrer l'intégralité de l'écran. Amen. Amen. On ne fait pas de religion, malheureusement, même si c'est Ouais. très porté comme ça. Même si ce serait quand même marrant qu'on fasse des webinaires en tenue de moine ou des trucs On, comme on ça, essaiera quoi. de le faire Voilà. un jour. Enfin, mais ça, ce sera pour fin d'année, à la clôture des webinaires l'année prochaine. Comme ça, je préchote directement la question. Les webinaires, donc les 3 webinaires seront disponibles sur YouTube par la suite si vous voulez les revoir. Donc, pas la peine de spammer dans le chat si le replay sera dispo. Bien sûr que oui, il sera dispo. Et du coup, on est parti. Si il veut bien. Hop, voilà. Donc, on va parler un petit peu AI aujourd'hui. Si, bien, voilà. Et on va commencer par déjà, mais c'est quoi l'AI? Parce que AI, ça veut tout et rien dire concrètement. L'AI, ben, c'est pas nouveau. L'AI, c'était déjà là dans les années 50, bien sûr, à son stade comme elle était. Mais nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas de machine learning ni de deep learning, mais de Gen AI, c'est-à-dire ben, tout ce qui est GPT, etc., de l'AI générative. L'AI générative, ben, ça a fait son gros boom avec ChatGPT quand c'est arrivé, rouleau compresseur, quoi. Ça a vraiment roulé sur à peu près tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait maintenant. Tout le monde mange ChatGPT, tout le monde a quasiment un petit pied dedans. Et même si de près de loin vous n'êtes pas dans la tech, vous avez sûrement déjà entendu parler de ChatGPT. Comme on l'a dit, ben, on a des surprises un petit peu toutes les semaines parce que ça évolue à une vitesse telle que si vous ne vous, 1, 2, 3, si vous ne rentrez pas dans le train à l'heure actuelle, eh bien, vous allez être un petit peu perdu quand il faudra y rentrer. C'est vu la courbe exponentielle de la chose, c'est un petit peu castard. Avant de rentrer dans les démonstrations, etc., on va refaire un petit tour ensemble de vocabulaire, on va dire ça, et on va parler d'un modèle. Un modèle, concrètement, c'est quoi? Ben, il faut voir ça comme une petite boîte magique qui rend un outil intelligent. Nous, c'est comme ça qu'on le voit au MIC. Bien souvent, on explique qu'on ne fait pas de l'AI, mais on rend des outils intelligents. C'est-à-dire, ben, vous avez une application, on va essayer de la booster un petit peu en utilisant le bon modèle pour pouvoir être un petit peu plus productif, pour avoir de meilleurs résultats, etc., etc. Ça, je vous donnerai le lien vers le GitHub du MIC où on a fait déjà quelques expérimentations où on a remplacé des backends complets par de la GenAI, etc., pour voir entre guillemets jusqu'où on pouvait pousser cette technologie-là. C'est de l'open source. On vous filera tous les liens après si ça vous intéresse. Des modèles, ben, il y a différents types de modèles pour différentes tâches. Comme je dis toujours, mais vous pourriez planter un clou avec un tournevis, mais c'est quand même plus facile avec un marteau. Eh bien, c'est pareil pour les modèles. On a des modèles de complétion, donc c'est-à-dire pour récupérer uniquement une réponse. On a des modèles de chat complétion, qui là, c'est dans le nom. Eh bien, ça permet de faire du chat, mais on a aussi des modèles qui sont du text-to-speech, du speech-to-text, de la reconnaissance, etc., etc., et des modèles d'embedding. Ça, on y viendra à la fin quand on parlera un petit peu de RAG. Et ça, Antoine pourra mieux vous en parler que moi. On a les modèles. Maintenant, il faut savoir comment, entre guillemets, combien ça va nous coûter plutôt pour utiliser ce genre de techno. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle des tokens. Les tokens, c'est pas forcément des mots, mais on va dire c'est des ensembles de caractères. Il y a une API qui s'appelle Tokenizer qui est disponible chez OpenAI qui permet justement de compter le nombre de tokens qu'on utilise en entrée et en sortie. Parce que oui, bien sûr, petit spoil, quand vous payez vos tokens, vous payez l'input et l'output. Donc attention, avec des chats qui peuvent en cascade faire monter le nombre de tokens de manière exponentielle. Voilà, ça fait vraiment partie des termes hyper importants et un des plus gros paramètres à prendre en considération quand vous allez implémenter de la Gen AI. Le prompt engineering, ça vous l'avez sûrement vu de nombreuses fois sur LinkedIn parce que les spécialistes Web3 et blockchain sont devenus très vite prompt engineering sur LinkedIn, quoi. Et donc, ça fait partie, c'est un outil
qui est hyper important, même si c'est, je vais pas dire, moi, c'est même la base, entre guillemets, de votre travail quand vous allez implémenter de la GenAI. Parce que concrètement, c'est ce qui va vous aider à décrire tout ce qui est les tâches, etc., pour vraiment sortir le meilleur de votre réponse quand vous utilisez de la GenAI. Le prompt engineering, on peut classifier ça en deux parties. Mais déjà, le message système ou système message. Je vais essayer de le faire avec un accent anglais assez cool parce que ça fait un petit peu plus de présence. Concrètement, c'est du contexte additionnel qu'on peut donner, on va dire, de manière cachée quand on utilise ces technologies-là. Ça peut être séparé donc, à partir de la tâche, donc ce qu'on lui demande, c'est-à-dire par exemple, résume-moi ce texte. Le ton, ben, parle pour adapter ton texte à un enfant ou alors à tel profil, etc. etc. Safety, ben, c'est de la censure. On peut lui dire, pareil, moi c'est ce que je fais avec ma fille quand je demande à ChatGPT de générer des histoires pour lui lire le soir. Et je lui dis, c'est un enfant de 4 ans, fais attention quand même à ce que tu racontes. Et là, ça met quand même un cadre. Le contexte, c'est ce que vous pouvez utiliser comme data en arrière-plan. C'est-à-dire, par exemple, c'est des histoires de Disney. Donc, peu importe ce que je lui dirai, il parlera de Disney autour. Et ça de manière sans devoir lui remettre dans mon prompt de base. Et l'historique de conversation, comme je vous ai dit, pour avoir le contexte d'une conversation, eh bien, le modèle a besoin de l'historique de conversation. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez remettre un nouveau message dans le chat, il va reprendre la conversation, la remettre dans votre prompt et rebalancer ça à chaque fois. Et donc, dites-vous bien qu'au bout de 15 ou 20 messages, c'est plus juste une question que vous envoyez, mais quasiment l'intégralité de l'historique de votre conversation. Et là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de tokens. De l'autre côté, on a donc la user query, donc c'est la demande utilisateur. Ça, c'est ce que vous tapez. Et c'est votre question, en fait. Et dans votre question, vous pouvez inclure forcément la question, des instructions, du contenu et des exemples. Parce que là où les modèles de GenAI sont assez forts, c'est justement pour faire des copies. Donc, vous lui mettez quelques exemples de texte, écrire à la manière de, et hop, et là, tout va se mettre en route. Est-ce que vous avez des questions à partir d'ici? C'est un petit peu rapide, je sais, mais c'est parce qu'on a beaucoup à dire. Et comme vous aurez accès au replay, je n'en doute pas que vous pourrez le mettre en x05 sur YouTube ou encore prendre des notes à la volée. Ah, les questions arrivent, j'attends 2 minutes. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment et Antoine se fera un plaisir de répondre aux questions sur le côté. Il a vu sur le chat. Du coup, continuons. On reviendra aux questions après. Différence entre prompt et user query. En gros, le prompt, c'est ce qui englobe le système message et la user query. En fait, ce que vous mettez dans le chat GPT, c'est plus une user query qu'un prompt. C'est parce que c'est un peu comme frigo. Il y a des mots qui tombent dans l'univers, on va dire, de tout le monde. Mais voilà, ici, on essaie d'aller un petit peu plus loin quand même pour vraiment vous expliquer qu'il y a, en plus de la question, parfois, il y a certains contextes qui sont sous-jacents par rapport à la vôtre, qui est du coup le système prompt. De rien. Du coup, revenons à nos moutons. Azure OpenAI Service, la slide n'a pas encore été mise à jour par rapport à la mise à jour, mais concrètement, il y a beaucoup de use cases. Parce que c'est pas simplement demander des recettes ou demander, avec ce qui nous reste dans le frigo, qu'est-ce qu'on peut faire à ChatGPT. Il y a déjà beaucoup de use cases, par exemple, la génération de code pour les développeurs. On a des modèles Codex qui sont utilisés dans GitHub Copilot ou ce genre de techno qui permettent aux développeurs justement d'être assistés au niveau de la production de code. Il y a dans les call centers, c'est beaucoup utilisé aussi, pouvoir faire du résumé de texte, etc., etc. Nous, l'exemple qui revient le plus souvent, c'est vraiment l'exemple du call center. En gros, où sur base d'un enregistrement audio qui est stocké quelque part, on utilise un modèle de speech to text pour faire de la reconnaissance vocale, en faire du texte. On envoie ça dans un modèle GPT, donc ici Azure OpenAI, et on ressort, entre guillemets, sous un format qui peut être exploité dans un CRM ou bien pour du BI.
ça, on a une démonstration qui permet de le faire sur notre GitHub. Si ça vous intéresse, on peut vous envoyer ou on faisait ressortir des réponses sous format JSON pour pouvoir être exploité directement dans un front-end. On pourra vous donner les liens si vous voulez. Ok, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le dur. On a donc parlé un petit peu, on est tous à jour vis-à-vis du vocabulaire, on parle tous le même langage, donc c'est chouette. N'hésitez pas encore à poser des questions, c'est important de bien comprendre. Nous, on va parler de Azure, entre guillemets, Open AI Studio, qui maintenant n'est plus Azure OpenAI, mais Azure AI, tout simplement. On peut faire la même chose, voire plus, donc c'est vachement chouette. Pourquoi parler d'Azure AI? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Azure, Azure, en fait, c'est le cloud de Microsoft. C'est-à-dire que c'est un ensemble de ressources qui peuvent être utilisées au travers d'Internet, pour les moins tech. Voyez ça comme ça. Et on peut les appeler de manière très facile. Et donc voilà, ça permet de mettre en place rapidement des prototypes. Et nous, c'est clairement ce qu'on fait au MIC. Mais ça n'a pas juste des avantages de rapidité. C'est que à l'heure actuelle, la GenAI, le plus gros problème, c'est que fait-on de nos data une fois qu'on les met dedans? Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles ChatGPT est bloqué, en fait, parce que ça leak des informations. Résumé, des emails assez corporate dans ChatGPT, si on fait les mauvaises manœuvres, ça peut être réutilisé pour réentraîner des modèles, etc., etc. Et quand on joue avec des datas sensibles, c'est pas top. L'avantage, c'est qu'on peut recréer rapidement des équivalents ChatGPT, mais de manière vachement plus safe. Parce que là, vos datas, c'est vos datas. Elles ne sont pas utilisées, en fait, quand vous utilisez Azure, pour réentraîner des modèles. Et forcément, toutes les datas que vous stockez dedans sont protégées par Microsoft parce que pour aller craquer un petit peu Azure, il faut déjà être fort, à moins qu'on donne les accès directement. Et bien voilà, c'est ça qu'on attendait, la démonstration. Et donc, on est parti. Donc, on se retrouve ici dans Azure. Hop, je vais juste faire ça. Est-ce que c'est assez grand pour vous? Sinon, je peux essayer d'augmenter un petit peu la taille de la police de la fenêtre. Donc, voilà. Donc, Azure, on se retrouve. Je ne vais pas rentrer dans les détails de c'est quoi Azure, parce que ça, si vous avez des questions, je peux revenir derrière. Mais sachez que vous faites un compte, vous avez accès au portail Azure. Donc là, on est dans le portail. Et on peut créer des ressources. Pour créer des ressources dans Azure, parce qu'on va créer une ressource Azure OpenAI, il faut aller sur Create, ici. Et là, on arrive dans le Marketplace. Comme je vous ai dit, Azure, c'est une plateforme cloud. Et une plateforme cloud, c'est quoi? C'est plein de services qui sont disponibles au travers d'Internet. Résumons ça comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est OpenAI. Et là, vous voyez qu'on a une ressource qui s'appelle Azure OpenAI. Je clique dessus. Et là, je crée ma ressource. Je lui donne un nom. Je lui donne une région. Attention, certains modèles sont uniquement accessibles dans certaines régions. En Europe, parce que c'est ça aussi l'avantage, c'est de stocker vos datas, entre guillemets, à une localisation qui vous intéresse le plus. Sachant que si vous stockez vos datas, mais que ce soit aux États-Unis ou en Chine ou n'importe où vous voulez, en fait, vos datas sont soumises aux lois du territoire sur lesquels vous les hébergez. L'avantage pour nous, c'est de les mettre en Europe. Et pour ça, en Europe, on a Sweden Central. Sweden Central, c'est vraiment la ressource, la région où, quand vous mettez vos ressources OpenAI, vous pouvez vraiment avoir accès à tous les nouveaux modèles qui sont sortis. Vous choisissez votre prix, name, webinaire, et voilà, vous cliquez sur Next, et en gros, vous pourrez créer votre ressource. Par souci de facilité, j'en ai déjà créé une. Comme ça, on va un petit peu plus vite. Hop. Peut-être un petit complément. Si c'est la première fois que vous créez une ressource Azure OpenAI, si ça n'a pas changé dans les 2 derniers jours, vous êtes face à un formulaire qu'il faudra juste remplir. Et normalement, sous 24 heures, vous avez votre ressource. C'est simplement pour gérer un petit peu la gestion de tout ce qui est demande, parce qu'il y avait une forte demande au début. Donc, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il vous demande qu'est-ce que vous souhaitez faire avec Azure OpenAI. Et donc voilà, n'ayez pas peur s'il y a un formulaire au début, quoi. Ok. Donc, on est reparti. Là, on se retrouve. Donc, du coup, on a créé notre ressource. On est content. Et du coup, là, on a
avant ce qui était GoTo Azure OpenAI Studio, qui maintenant est devenu GoTo Azure AI Foundry Portal. Et ça, hop, ça nous fait arriver ici. Et donc, on rentre dans un portail supplémentaire où on a vraiment toutes les possibilités pour pouvoir créer justement rapidement des prototypes de manière no-code. Vous allez voir qu'il y a possibilité justement d'extraire le code pour faire de l'intégration dans les applications, etc. Mais c'est un bon moyen, entre guillemets, de créer un prototype rapide, sûr, et qui permet d'illustrer en fait une problématique. La première chose à faire, mais déjà ici je vais vous montrer, ce sont les modèles. Les modèles, mais voilà, les modèles concrètement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a des modèles pour le chat, on a des modèles de complétion ici, et on a des modèles texte to image, mais DALL-E, pour la création d'images. Quand vous créez des images sur Copilot ou sur ChatGPT, c'est ce genre de modèle qui est derrière. Et la première chose qu'on a besoin justement pour utiliser Azure AI Studio, c'est de déployer nos modèles. Et pour ça, ça se passe ici, dans l'onglet déploiement. Dans l'onglet déploiement, ici voilà, pour gagner du temps, on a un petit peu, on a déployé déjà un modèle de chaque, mais vous cliquez sur déployer votre modèle, déployer un modèle de base, et là vous voyez que vous pouvez déjà faire des modèles un peu plus custom. Mais dites-vous que dans 90% des cas, pour un prototype de base, un modèle de base est déjà largement suffisant. Ça, on a fait plusieurs tests au MIC. Et si vous voulez des retours d'expérience ou des benchmarks, n'hésitez pas à nous le dire. On peut revenir là-dessus après. Quand je veux déployer mon modèle, eh bien voilà, là, j'ai tous les modèles. Je choisis. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je choisis le bon outil en fonction de ce que je veux faire. Je veux faire des images à partir de texte. Hop, je choisis DALL-E. J'ai une petite description et je clique sur confirme. Et là, le modèle va être créé. Toute la liste de modèles que j'ai ici, en gros, je peux les rappeler dans ce qu'on appelle ici les playgrounds. Les playgrounds, eh bien concrètement, c'est des endroits où on peut tester déjà des modèles et surtout pouvoir exporter et mettre en ligne les projets qu'on a créés à la volée là-dessus. On va commencer par la complétion. Hop. La complétion, donc si vous avez suivi, c'est clairement avoir une seule réponse. L'important, c'est de comprendre déjà, et moi j'utilise surtout ça pour illustrer concrètement comment fonctionne un modèle sans avoir forcément de contexte à l'arrière. Ce qui est le plus important, comme je vous ai dit, il y a tout ce prompt engineering avec le contexte, etc., etc. Sinon, ChatGPT, c'est pas de la recherche, c'est de la statistique de tokens suivants. Vous devez voir ça comme ça. C'est-à-dire que ici, si je lui mets bonjour sans contexte, c'est toujours un peu touchy parce que j'ai aucune idée de ce qu'il va répondre derrière. Et il va pas répondre par rapport à une de mes recherches ou par rapport à quoi que ce soit. Il va répondre n'importe quoi. Voilà. Là, la réponse, c'est clairement une réponse qui vient d'un modèle sans aucun contexte derrière. Parce que je n'ai pas du tout 18 ans et je ne suis pas du tout étudiant en licence de physique à l'université de Rouen. Et je ne connais personne qui fait des études de physique à l'université de Rouen. Mais là, on peut voir qu'il s'est arrêté à la fin. Étudiant en deuxième année de master 2. Et là, on n'a pas la suite. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, il y a une histoire de token. Et un des paramètres les plus importants au niveau des tokens, c'est ça. C'est le maximum, enfin la longueur maximum de tokens qui peut être utilisée. Parce que là, je suis sûr de gérer en fait mon coût de réponse. Bon, bien souvent, ça va casser, entre guillemets, mes réponses, ça va les arrêter, mais je suis sûr que, voilà, là, on est à 101. Pourquoi il m'a mis 101 ? À mon avis, parce qu'il n'a pas su s'arrêter en un mot, il y a un mot qui doit faire 2 tokens, ou ce genre de choses. L'autre paramètre hyper important, c'est la température. Donc, la température, c'est le taux de créativité, en fait. Donc, c'est plus on va lui laisser de liberté et il va faire des phrases un peu éloquentes comme ça, etc. Ou alors, au contraire, il va faire des phrases très simples, très terre à terre. Donc ça, c'est vraiment les 2 paramètres que vous devez retenir aujourd'hui.
c'est-à-dire les tokens maximum et la température. La température, bien souvent, elle est réglée sur 0,7, aux alentours de 0,7, parce qu'à la souris, c'est pas très facile. Hop, on va le laisser sur 0,71. Et donc ça, ici, pour le modèle, on a utilisé DaVinci 002, qui est un modèle de complétion. C'est-à-dire que ce modèle-là, je ne pourrais pas l'utiliser si je fais du chatbot. Mais par contre, en complétion, je peux l'utiliser. Quel est l'intérêt, vous allez me dire, de ne pas utiliser un plus gros modèle pour faire pareil? Ah oui, c'est clair que si j'utilise un modèle GPT pour faire de la complétion, ça va fonctionner. Le problème, c'est que ce n'est pas le même coût. Et donc, du coup, il y a vraiment, sans mauvais jeu de mots, du coup, il y a vraiment moyen d'optimiser, entre guillemets, son application en fonction du modèle que vous utilisez. Pour ça, eh bien, il faut faire des essais. Il faut voir et pousser vraiment au maximum les curseurs et voir où ça s'arrête. C'est pour ça que le portail ici est assez sympa parce qu'on peut fine-tuner, etc., etc. Et voilà. Une fois qu'on voit que ça fonctionne, eh bien, on peut dire à notre équipe technique, OK, c'est bon, maintenant, tu peux l'intégrer. Et il y a quand même un choix assez conséquent au niveau des langages de programmation dispo. Et voilà. Donc là, on est sur de la complétion. Si vous voulez jouer un petit peu plus, hop, il y a vraiment aussi moyen d'avoir des samples. Et il y a aussi moyen d'intégrer des variables. Les variables, ben, c'est tout simplement une clé valeur. Variable dans lequel je peux mettre du texte. Et je peux intégrer ma variable dans mes prompts. C'est-à-dire que si vous avez une variable qui change beaucoup, nous par exemple dans un des projets qu'on a fait, on reprenait la température sur base de capteurs qui étaient dans le mic, eh bien cette température justement qui était variable et pas une donnée fixe, on l'a rentrée dans notre prompt sous forme d'une variable qui pouvait changer. Et là, ça devient super flexible et ça ouvre le champ des possibilités quand même assez fort. OK pour la complétion? Maintenant, on va passer à ce que tout le monde attend, c'est-à-dire le chat. Le chat, concrètement, c'est ChatGPT. C'est quasiment la même chose sans trop savoir, enfin, où on peut contrôler en tout cas le système prompt qu'il y a derrière. Pour ça, c'est pareil. On commence par déployer son modèle. Donc là, je déploie un modèle qui peut faire du chat completion et je viens le mettre ici. C'est-à-dire ici, j'ai un modèle GPT-4o. Voilà. Je lui donne des instructions et du contexte, c'est-à-dire le fameux système prompt que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, mon système prompt, c'est tu es un assistant qui aide les gens à trouver des informations. Là-dedans, je pourrais lui dire tu parles comme un pirate. Ou alors, tu parles comme Maître Yoda et tu fais des rimes, etc. Ça évite en fait, quand je pose ma question, de lui réexpliquer ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. C'est-à-dire que ici, si je fais bonjour, hop, il me répond. Comment puis-je vous aider? J'aimerais, je veux la recette des crêpes. Crêpes. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est ChatGPT. L'avantage, c'est que je suis vraiment dans mon écosystème Azure. C'est-à-dire que là, les datas, entre guillemets, elles ne vont pas être réutilisées pour réentraîner des modèles ou ce modèle GPT. Et comme vous voyez, ça répond quand même assez vite, quoi. Et là, en fait, vous l'avez déjà deviné, mais un chat avec un modèle GPT-4o derrière, en fait, c'est ChatGPT. Et là, concrètement, vous pouvez recréer un chat GPT pour entreprise sans forcément devoir aller sur la plateforme chat GPT. Et donc, si vous avez des restrictions niveau sécurité dans votre entreprise, c'est très facile de recréer un copycat en fait, de chat GPT qui est vraiment fermé sur votre entreprise. Parce que ici, vous pouvez le déployer directement comme une application web.
Et ça vous donne un petit front-end, ça vous donne à peu près tout ce que vous voulez. Et avec, bien sûr, votre propre système prompt. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un système prompt qui a à voir avec votre entreprise, etc., etc. Est-ce que ça va jusque-là? S'il y a des questions, n'hésitez vraiment pas à questions. On a des types de questions en tête, hein. Par exemple, quota, qu'on va peut-être revenir un petit peu dessus. Une question qui arrive souvent, c'est, vous avez vu que les tokens étaient limités à 100 tokens, donc il y a moyen de les augmenter, mais on n'a pas le droit d'utiliser le modèle, on va dire, à pleine puissance, le faire tourner avec tout plein de requêtes. Donc on se retrouve vite confronté à un certain nombre de tokens qu'on peut utiliser. Et donc si jamais vous voulez augmenter, eh bien, il faut faire la demande directement à Microsoft via des formulaires. Donc, pour ça, vous allez sur le modèle que vous souhaitez. Donc, quand vous souhaitez augmenter, c'est par rapport à un modèle. Vous n'augmentez pas juste tous vos tokens. Par exemple, vous voulez augmenter les quotas du modèle GPT-4o. Bah, vous allez bien sur déploiement sur quota. Et après, une fois sur quota, vous choisissez votre modèle et vous prenez ce modèle-là et vous faites une demande à Microsoft pour qu'ils augmentent votre modèle. À savoir que vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc, vous le faites une fois, vous pouvez le faire deux, trois fois. Je ne sais pas c'est quoi la limite, mais je pense qu'à partir du moment, c'est par rapport à la justification que vous allez avoir aussi. Mais donc, il y a la possibilité d'augmenter votre quota. Et vous allez voir qu'au début, ce n'est pas forcément un très grand quota. Donc, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin pour une application. Ici, juste pour vous montrer, je vous parlais tout à l'heure de augmentation de façon exponentielle des tokens. Donc là, je lui ai demandé la recette, etc., etc. Mais vous pouvez voir que je suis déjà à 1206 tokens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais lui reposer une question, il va renvoyer l'intégralité de ma conversation pour pouvoir avoir le contexte. Ça, comment ça peut se régler? Oh, si il veut bien. Hop. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il y a des paramètres. Hop. Touk, 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 touk. Voilà. Ils l'ont mis à gauche maintenant. Avant, il était à droite. Il y a des, enfin, 1, 2, 3, il y a des paramètres qui permettent justement de dire OK, dans ma conversation, tu ne reprends uniquement que les 10 derniers messages qui ont été pris en compte. Et ta réponse, elle fait maximum 800 tokens. La température, on l'a vu, pareil. Et là, vous voyez que de base, elle est réglée sur 0,7. Encore une fois, c'est max token, c'est l'équivalent de lens token sur l'autre. La température, c'est exactement la même chose, sauf que quand vous faites un chat, vous devez penser à inclure ces past messages. Hyper important. Sinon, ça fait une cascade et ça va vous coûter très cher. Ok, on est reparti. Ça, on était vraiment pour du b.a.-ba d'Azure OpenAI. Enfin, de Foundry AI, j'ai pas encore le nom en tête. Mais on peut aller un petit peu plus loin aussi avec la plateforme. Parce que quand on veut, hop, je vais revenir là-dessus pendant que je parle, quand on veut justement avoir un chat d'entreprise ou bien une expérience assez complète, eh bien, on a envie d'avoir son propre modèle à soi. Problème, c'est qu'avoir son propre modèle, ben, ça coûte de l'argent, ça demande des ressources, et si on oublie de rajouter, entre guillemets, un dossier ou autre dans le modèle, eh bien, on est obligé de réentraîner un modèle et de recommencer justement tout ça. Il y a une autre manière de faire, c'est-à-dire de, maintenant que vous savez ce qu'est un contexte, ben, c'est de lui donner peut-être la réponse en même temps que la question. Et vous allez voir où je vais en venir, mais ça, c'est ce qu'on appelle un RAG. RAG pour Retrieval Augmented Generation. Concrètement, on a le R, c'est-à-dire on va faire une recherche dans nos documents. Le augmented, c'est on va prendre le résultat de cette recherche et on va l'envoyer avec notre question dans un modèle GPT. Et le G pour generation qui va justement nous générer une réponse. Ça, concrètement, c'est ce qu'on appelle un design pattern. Mais dans les use cases, par exemple un chatbot d'entreprise, tout simplement, ou une fac. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une FAQ ou un facbot qui va uniquement répondre à des questions qu'on a, entre guillemets, écrit en dur derrière, eh bien là, on peut avoir une interface conversationnelle vachement plus sympa et qui est dédiée vraiment à un case bien particulier. On va pas trop rentrer dans les détails du RAG parce que ça, c'était le webinaire d'avant, mais concrètement, il y a des mots qui sont hyper importants comme chunking, vectorisation, ranking, indexing, etc., etc. Ce qu'il faut en gros comprendre, c'est que pour pouvoir aller chercher la réponse, on va prendre votre texte,
on va le chunk, c'est-à-dire le découper en plein de petits morceaux. Et c'est ces petits morceaux qui vont être triés, entre guillemets, et stockés dans une base de données vectorielle. Pourquoi? Ben, tout simplement pour pouvoir aller rechercher des mots qui ont des liens ensemble. Ça, je vous renvoie vers le webinaire d'Antoine qui parle du RAG. C'est vachement sympa. Mais en tout cas, tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a moyen de faire ça de manière assez facilement dans OpenAI Studio, enfin Azure AI Foundry. Pour ça, en dessous, Add Your Data, vous savez qu'ici, il y a un onglet Add Your Data. Et je peux ajouter, hop, une data source. La data source, eh bien concrètement, c'est l'ensemble de mes documents qui va composer justement ce RAG. En replay pour celui pareil. Oui, comme je disais au début, les webinaires seront disponibles tous sur YouTube après celui-ci. Donc, on vous mettra les liens dans un message, quoi. Donc, du coup, la data source, concrètement, c'est là où vous stockez vos datas. C'est-à-dire, vous voulez monter un petit prototype hyper facile, eh bien, upload file, tout simplement. Vous avez déjà des documents qui sont stockés sur Azure, eh bien, vous pouvez directement aller chercher les ressources où sont stockés vos fichiers pour pouvoir être utilisés. Hop, donc moi, si je fais un petit upload file, hop, je choisis où je veux les stocker. On va les stocker là. Je choisis justement l'outil qui va me permettre de faire du chunk, d'indexer, etc., etc. Et je lui donne index, webinar. On est le 17 du 12 2024. OK. Et voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ça vous verrez. Next. Là, je me retrouve sur une page, en gros, qui me dit, OK, maintenant, tu peux drag and drop tout ce que tu veux dedans. Ça te dit browse a file. Hop. Ben, Antoine, si tu peux rapidement, pendant que ça upload, expliquer un petit peu ce que c'est l'embedding. Ouais, je vais expliquer donc l'embedding rapidement. Donc, comme je t'ai dit, j'avais expliqué durant mon RAG. Pour faire très très simple, un ordinateur va pas comprendre vos mots à proprement dit. C'est-à-dire que vous, quand vous parlez de chat, de chien, vous comprenez, vous avez une image de ce qu'est un chien, un chat. L'ordinateur, il va pas comprendre. Donc, comment on va faire pour que l'ordinateur comprenne ce qu'est un chat, ce qu'est un chien, ce qu'est un arbre, quels sont ces mots et à quel point ils peuvent être connectés ensemble. Par exemple, quand je vous le dis le mot voiture, chat ou chien, vous comprenez qu'il y a une similitude entre chat et chien. C'est des êtres vivants, c'est des animaux de compagnie, mais la voiture est vraiment plus éloignée si on devait la mettre dans une partie de notre cerveau. Et nous, l'objectif, c'est de faire comprendre à l'ordinateur que ces mots sont éloignés, justement, ce qui va être hyper intéressant pour un RAG ou pour d'autres choses. Donc, comment on fait? On va prendre nos mots et on va les transformer en termes de chiffres. Par exemple, pour simplifier, on va faire ça sur sur deux axes. Donc, on va prendre par exemple le mot chien qu'on va transformer en plusieurs chiffres, donc 39, 45, 78, et le mot chat, 39, 45, 73. Donc, vous voyez que les chiffres sont très similaires. Et par exemple, la voiture, elle, va correspondre à 10, 20, 40. Et donc, ces chiffres sont plus éloignés. Et donc, c'est un peu comment va fonctionner l'embedding de manière très simple. C'est que plus les mots sont proches, plus ils sont dans le même espace, donc par rapport à ces chiffres, plus ils vont être collés l'un à l'autre, plus il y aura une ressemblance, une similitude. C'est comme ça que l'ordinateur va comprendre. Et le mot voiture, lui, avec des chiffres assez différents de chat et chien, va être éloigné. Donc, il n'aura pas une certaine similitude. Alors, ça sert à quoi concrètement? C'est par exemple, si vous posez une question, quand les chiots doivent avoir du lait, quand les chiots peuvent-ils manger des croquettes? Si jamais la réponse c'est chien, il va quand même comprendre parce qu'il y a une similitude entre chien et chiot et il va pas vous chercher un texte sur une voiture, par exemple. Donc c'est vraiment ça le principe de l'embedding. Je l'explique un peu plus en détail dans le principe du RAG, mais comme ça, au moins, vous avez une bonne compréhension. J'essaie d'être rapide, sans vraiment de visualisation, mais j'espère que vous aurez compris ça. De toute façon, les vacances de Noël approchent et donc du coup, on aura tous le temps de regarder les replays sur YouTube. J'espère. Du coup, ici, donc j'ai uploadé les fichiers. Les fichiers, c'est quoi? C'est deux PDF qui sont la Scribit, c'est un petit robot qui est écrit sur le mur. Et la Glowforge, c'est une découpeuse laser. Ça, c'est un manuel. En gros, c'est un texte
qui a été pris d'une vidéo YouTube sous format TXT. Et donc, vous pouvez voir que je peux lui mettre plusieurs sources avec des extensions différentes. Donc, il prend les TXT, les Markdown, tout ce qui est HTML, PDF, etc., Word. En gros, tout ce qui peut potentiellement avoir comme extension dans votre entreprise, en fait, tout simplement. Ensuite, je clique sur Next. Ici, c'est le chunk. Donc, c'est le fameux découpage de texte dont on a parlé tout à l'heure. Et là, c'est le nombre de caractères, tout le nombre de caractères auxquels il va découper. C'est-à-dire que là, tous les 1024 caractères, un Markdown, Markdown, c'est un type de fichier, bien souvent, c'est utilisé pour faire de la documentation quand on fait du code, etc. C'est une manière d'écrire. Donc voilà, c'est un type de fichier, comme un PDF ou autre chose, mais c'est un fichier Markdown, quoi. Et donc le chunk, concrètement, ici, il va nous découper donc, tout le texte que je lui envoie en blocs de 1024 caractères. Hop, touc. Voilà, ça c'est quand même un petit peu pour s'authentifier, mais nous, on va pas commencer à faire de système manager, etc. Save and close. Et là, on revient justement sur notre plateforme. Ici, ben, vous voyez que dans Add Your Data, il est en train d'ingérer justement tous nos documents pour pouvoir justement faire un chatbot qui va se baser sur les documents que je lui ai donnés. C'est hyper chouette si, par exemple, ben, vous avez des documents. C'est un peu comme, dans les grandes lignes, hein, c'est un peu comme Copilot, quoi. Il va aller chercher dans des documents et il va remettre en forme la réponse sur base de ce qu'il a trouvé. Un exemple assez marquant, c'est faites attention, ici dans Advanced Settings, n'oubliez pas de cocher limiter la réponse au contenu justement de vos datas. Pourquoi? Mais parce que concrètement, ça peut faire du débordement. Pour un test, une fois, on avait indexé et vectorisé l'intégralité du Seigneur des Anneaux pour la science, et on avait appelé ça Lord of the Data. Et donc, c'était un chatbot qui était super calé sur le Seigneur des Anneaux. Ça fonctionnait super bien. Sauf qu'à un moment, je lui ai demandé quel est l'acteur qui joue Frodon Sake, et le chat m'a répondu Elijah Wood. Sauf que Elijah Wood, ben, concrètement, il n'est pas dans les livres, quoi. Et donc, là, il est allé chercher la réponse dans son corpus, c'est-à-dire toutes les datas avec lesquelles il est entraîné, et il était clairement sorti du scope. Et donc, on peut avoir des réponses qui, même si elles sont correctes, ne sont pas les réponses qu'on veut. C'est-à-dire qu'ici, si je lui demande maintenant est-ce que la scribit est étanche, en interrogation, est-ce qu'on a un effet démo? Voilà, là il me répond non, la scribit n'est pas étanche, le manuel indique clairement que l'appareil n'est pas waterproof, blablabla, blablabla. J'ai une réponse qui est clairement française, pour le coup, elle est vachement bien mise en forme, et j'ai surtout la partie, entre guillemets, de mon document dans lequel il est allé chercher la réponse. Et donc là, on a des preuves, en fait, sur le fait que l'IA, enfin, en tout cas le modèle, ne va pas, entre guillemets, inventer n'importe quoi. Si je lui dis, est-ce que la Glowforge est étanche? Il devrait, pareil, voilà, non, l'imprimante Glowforge, etc. Et là, il me donne, voilà, des références. Et les références, elles viennent, eh bien, des manuels PDF que je lui ai envoyés justement pour se faire sa petite base de connaissances. L'avantage, c'est est-ce que la Scribit et la Glowforge sont étanches? Boum. De référence. Ouais, là, il ne m'a pas explosé le bon, mais il y a possibilité, bon, mauvais exemple parce que je lui ai demandé ici au-dessus, mais ça vous permet aussi de croiser des données. Nous, par exemple, ce qu'on avait fait, c'est on avait essayé de croiser plusieurs tableaux Excel qu'on avait mis pour voir s'ils savaient générer des résumés entre plusieurs fichiers, etc. Et ça fonctionne quand même particulièrement bien. Donc ça c'est chouette. Et pareil, mais concrètement, vous pouvez aussi déployer comme une web app votre chatbot
entre guillemets, basé sur vos datas à vous. Et même en faire des... Maintenant, c'est dans Copilot Studio, donc ça vous permet de faire des agents externes qui peuvent vraiment, avec lesquels vous pouvez interagir toute la boîte. Et ça vous permet d'avoir quelque chose qui est sécurisé, qui peut clairement rentrer, on va dire, en compétition niveau utilisation avec le chat GPT classique. Attention, attention, au niveau des coûts. Car ici, on a déployé une zone de stockage, un AI search. Eh bien, même si ça a l'air assez facile, on fait clic, 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 on met des choses en place, eh bien, ce que vous déployez a un coût. Très facile à calculer parce qu'on a des ressources comme le Azure Pricing Calculator qui permettent justement de faire des simulations avant de pouvoir déployer ce genre d'infrastructure. Mais gardez toujours à l'esprit que rien n'est gratuit, sauf si vous choisissez des fritières, mais bien souvent, c'est pas gratuit. Donc pensez aussi retour sur investissement. Donc voilà. Ce qui est peut-être intéressant aussi à dire, c'est que vos données ne vont pas être remises dans le modèle. C'est-à-dire que vos données sont à vous et elles n'appartiennent pas à ChatGPT. Donc, vous n'allez pas retrouver vos données. Si vous posez la question à ChatGPT, on n'a pas fait, encore une fois, un fine-tuning, même si dans le fine-tuning, il ne va pas être exposé sur ChatGPT. Fine-tuning, là, on vient vraiment modifier le modèle. Ici, vos datas sont à part et on vient, comme on l'a dit au début, récupérer ces datas pour régénérer une réponse. Donc, en aucun cas, le corpus de data de ChatGPT est mélangé avec vos datas. Les deux sont bien séparés, on vient juste récupérer des informations qu'on vient réécrire par la suite. Voilà. Dernière chose aussi, rapido, que juste une petite parenthèse, mais il y a aussi un playground qui génère des images. C'est-à-dire, pareil, on déploie notre modèle, un modèle qui peut faire du text to image. Hop, on l'a là. Un tanuki avec dans une ville avec un chapeau. Pourquoi le niveau de strictness n'était que 3 sur 5, je crois, et pas un 5 sur 5? Parce qu'on ne l'a pas modifié, je pense. Ouais, on ne l'a pas modifié, mais c'est surtout pour laisser un peu aussi de flexibilité. Sinon, il est vraiment très, très, très dur dans dans ses réponses et ça fait genre bullet point, quoi. Tac, tac, tac. Ouais. Donc, c'est aussi l'avantage, entre guillemets, qui peut être perçu aussi un peu comme un inconvénient par certains, mais d'utiliser des modèles de langage. Quand on parle d'humain à humain, on est très rarement que très dur comme ça. Il faut laisser une certaine souplesse pour justement avoir cette interaction, quoi. Non, parce qu'on a, hop, si je reviens ici, parce que justement, poc, 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 il est où? Advanced Setting, voilà. Parce que justement, on a dit, tu limites les réponses au contenu de tes datas. Et donc, il va vraiment limiter à ce qu'on fait, mais en se donnant un petit peu de marge, voilà, histoire que ça fasse plus, ce soit plus facile à ingérer, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Impec. Hop, du coup, il y a... Pour simplifier, embedding et vectorisation, oui, dans un premier temps, tu peux considérer que c'est la même chose à ce niveau-ci. Du coup, dernier point avant de rattaquer la suite des slides. D'habitude, je ne le montre pas, mais concrètement, il y a la génération d'images, c'est pareil. Ça vous permet de faire de la génération d'images en interne, autre que sur ChatGPT, etc. Et en plus de ça, on a la possibilité d'avoir l'intégration directement dans son code. Donc voilà, c'est une feature assez sympa qui peut être chouette, mais voilà, je préfère qu'on se concentre quand même sur la GenAI côté texte et langage plutôt que ça. On a d'autres aussi. Le real-time audio, ben, c'est tout simplement du speech to text. Et les assistants, s'il veut bien. Ben, les assistants, tu sais dire un mot rapide sur c'est quoi un J'ai parlé assistant? rapidement, enfin, j'en avais déjà parlé durant le RAG, hein, les assistants. Un exemple concret que j'ai souvent utilisé, par exemple, c'est pour un assistant style, je pense que c'est celui qui est en exemple peut-être. Non, c'est pas forcément là. Bah, un exemple que je prends, c'est par rapport aux hôtels, aux concierges virtuels. C'est là où on va
comme on a fait pour le chat, on va implémenter, on va mettre tout plein de dossiers et cet agent va justement nous aider un petit peu dans certaines situations, donc un agent par situation. Donc le cas des assistants virtuels par rapport à un concierge virtuel, je vais mis toutes les données, toutes les datas d'un hôtel, donc le menu, le check-in. C'est un petit peu ce que moi, dans les hôtels, je ne sais pas comment il faut check-in, si les serviettes sont au bon endroit. Bah, on vient implémenter toutes ces datas donc dans un vector store juste en bas ici. Donc ici, c'est par rapport à Logitech, hein, donc un peu comme l'exemple auparavant. On vient tout implémenter, des fichiers PDF, TXT. On vient les mettre et grâce à File Search, donc ça va faire le même travail. Donc, ça va faire ce travail justement de RAG, de récupération. Et après, on va l'implémenter durant une conversation. Ici, on parle de thread. Thread, à savoir que c'est toute la conversation. Donc, on va fonctionner à partir de conversations. Et contrairement, comme j'ai eu une discussion une fois avec un développeur, où quand on faisait sur OpenAI, c'était un call API par un call API. Ici, toute la structure est formée autour d'un thread, donc autour de la conversation. Donc, on peut récupérer et parler parce que on parle avec plus d'history autour de ça. J'ai parlé très rapidement, mais à savoir que ça peut être hyper intéressant justement pour avoir tout plein d'assistants autour de soi. Mais je suis revenu plus en détail durant le RAG par rapport à ça. Ok. Mais c'est des questions, n'hésitez pas, hein, je veux bien en parler, mais c'est juste que je ne vais pas prendre trop de temps sur un sujet que j'avais déjà parlé. Eh bien, du coup, on arrive tout doucement Aux avantages. Et sur la fin. Hop, mais concrètement, les avantages de la plateforme, c'est quoi? Ben, c'est que ça va super vite pour faire du prototype. Concrètement, ici, si on avait voulu, on aurait déployé et on aurait tous eu un chatbot spécialisé dans la Scribit et la Glowforge. Je pense pas que ça sert beaucoup à grand monde aujourd'hui, mais concrètement, on y était presque en 3 clics. On avait mis en place quelque chose qui pouvait déjà utiliser un cas concret. Azure, eh ben, c'est sécurisé. Concrètement, vous profitez de la structure de la plateforme pour mettre en place des prototypes. Il y a moyen d'avoir directement un login mot de passe pour accéder à votre chatbot, etc., etc. Et il n'y a pas forcément besoin de connaissances en développement pur et dur. Mais ce qui est assez chouette quand même, parce que dans le monde actuel, le fait de donner ce genre de technologie à des autres personnes que des gars qui mangent des Doritos dans les caves et qui font du Linux, ben, ça, voilà, ça permet de la mettre un petit peu en avant. Et justement, c'est en l'utilisant qu'on remarque ses faiblesses et sa limite. Il y a des désavantages, ben, parfois le prix. Et c'est comme pour tout. Si on ne sait pas l'utiliser, on a vite fait de faire des clics, 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 comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, du coup, de rentrer en fait dans un processus où ça va commencer à nous coûter très très cher. Maintenant, ben ça c'est surmontable par le fait de se former un minimum, de lire un petit peu de documentation et d'utiliser les bons outils. Ne jamais faire plus que ce qu'on pense, c'est-à-dire utiliser le bon modèle au bon moment. Comme on dit toujours, le bon outil pour la bonne tâche. On a Azure, ben, ça peut être un désavantage aussi pour certains. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas forcément passer par le cloud de Microsoft. Et ça se comprend. Si vous avez déjà toute votre infrastructure autre part, bah, je peux comprendre que vous n'avez pas envie d'avoir une brique qui est dans un autre provider plutôt que le vôtre. Maintenant, ça, il y a moyen de faire du custom aussi, un peu côté OpenAI, aller rechercher un modèle, etc. Mais ça demande un peu plus de paramètres à prendre en compte au niveau développement. Et parfois, ben, ça peut être trop simple, tout simplement. C'est-à-dire si on veut aller un petit peu plus loin et vraiment fine-tuner, vraiment pour faire on va dire du bon gros custom made, eh bien, concrètement, on est limité à tous les boutons qui sont affichés. Mais pour ça, vous pouvez aller voir du côté d'OpenAI. Il y a, ils ont en gros toutes les API qui permettent d'utiliser, etc. Mais ça va être un petit peu plus homemade, hein. Même s'ils ont un portail Non, ouais. qui permet justement de mettre en place des choses assez vite, comme les assistants, etc. Et vous avez accès quand même à plusieurs outils, quoi. Tout ce qui est gestion des fichiers, comme on l'a fait, etc. Tout est vraiment disponible aussi côté OpenAI. Et du coup, ben là, ça nous donne des RAG un peu custom. Et là, je ne peux que vous renvoyer sur le replay du séminaire d'Antoine qui parle de ça pendant 50 minutes et qui est vachement plus complet que ça. Mais au moins, on a fait un tour et on a vu ce qui était possible. En tout cas, hop, si vous avez des questions, ben c'est le moment, c'est l'instant.
On a pas mal de retours d'expérience. Donc, si jamais vous n'avez pas de questions, peut-être que je vais commencer avec des questions qu'on me pose régulièrement. Donc, si vous venez de OpenAI et que vous voulez passer sur Azure OpenAI, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, oui, il y aura simplement la création de modèles où on doit nommer son modèle, le développement de ça, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de différence et c'est hyper intéressant. Et donc, on a dit les fameux avantages de passer sur Azure OpenAI au lieu de OpenAI. Il n'y a pas beaucoup de différence. Niveau prix, il n'y a pas de différence, hein. Si vous passez sur Azure, vous n'avez pas payé plus cher. Les modèles, ils arrivent le jour même, hein, quand il y a un nouveau modèle, que ce soit au 1 ou même quand le GPT-4 était sorti, ils arrivent tout de suite aussi sur la plateforme Azure. La seule grande importance, hein, c'est comme on l'a expliqué au début, c'est bien de choisir un serveur suédois parce que on avait fait au début, hein, les frais, par exemple, de prendre West Europe. Les modèles étaient un peu plus lents à arriver dessus et parfois ils étaient même juste pas présents. Pourquoi cette explication-là? C'est parce que les serveurs européens, enfin West Europe, est pas mal en surplus, en surcharge. Donc, il faut passer sur un serveur suédois. C'était un petit tips qu'on a eu des équipes de Microsoft. Donc, c'est pas un tips qu'on a sorti de nulle part. Mais vraiment, utilisez-le. C'est hyper, hyper important. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Je parle, hein, pour que vous imaginiez un peu les questions qu'on peut avoir. Il y a aussi une alternative à Azure OpenAI Studio, enfin Azure Foundry qu'on a vu, qui en fait est Azure AI Hub. Et attendez, je vais juste le faire charger pendant qu'Antoine répond à la Comment les question. quotas de limite de tokens sont-ils gérés dans Azure OpenAI? Donc, en fait, vous avez un onglet, peut-être que si On peut revenir dessus. on va revenir rapidement dessus après. Donc, vous avez un onglet spécifique par rapport à ça. Donc, il y avait chat, il y avait Azure, mais je vais avoir plus simple en vous le montrant. Et donc, on va switcher On d'écran. revient. Et donc, vous voyez ici en bas à gauche, sur la petite tirelire avec le cochon, ici, vous avez quota. Et c'est là-dessus qu'il faut gérer ça. Donc, vous allez voir vos limites là-dessus. Hop, il y a un petit refresh qui s'effectue. Et donc là, vous allez voir, normalement, tous les modèles que vous utilisez et le pourcentage d'utilisation des modèles. Euh, Hop, donc modèle né, déploiement, ça a encore changé. J'imagine. Ça a changé. Ça a encore changé. Par exemple, là, on va prendre les modèles classiques. On peut voir tous les modèles qu'on a utilisés. Par exemple, Code DaVinci, on a utilisé en West Europe et bon, c'est là où on a utilisé. Ça a encore changé, donc je suis un peu perdu, je vous avoue. D'habitude, on avait les noms des modèles avec juste leur utilisation. Ici, c'est encore modifié. Je vais peut-être revenir. Voilà. Ah, voilà. Là, on C'est voit. parce que je suis trop grand. Voilà. On était en mode zoomé extrêmement fort. Donc c'est pour ça. En fait, là, vous allez voir tous les modèles que vous utilisez. Par exemple, ici, on a utilisé GPT-4 O mini. Et donc là, on a utilisé en mode Suède. Et on voit qu'on l'a presque pas utilisé. Donc nous sommes à 0 sur 500 tokens disponibles. Et là, vous allez voir l'utilisation que vous faites. Par exemple, si vous êtes à 200 ou autre. Et si vous êtes à 500 sur 500, c'est là où vous allez justement faire la demande d'augmenter ce quota-là. Alors, juste avant, enfin, dans l'ancien Azure OpenAI, quand c'était pas Azure AI Foundry, il avait trois petits points où on pouvait faire une demande justement d'augmentation de quota. Ici, il faudrait que je regarde un petit peu où c'est. Je pense que je vais vous mettre, je vais prendre le temps de regarder juste après le séminaire et je vais vous faire un screenshot de où faire la demande de quota. Mais normalement, c'est hop, 20 minutes. Donc, on peut l'augmenter, mais on peut faire une demande de formulaire. Je vais voir si c'est toujours possible. Mais donc, ça, je vais revenir par email pour avoir le temps de regarder. Mais comme ils ont changé il y a quelques jours, ils m'ont mis un petit peu dans le mal. L'augmentation de quota est payante, je suppose. Alors, la demande de faire une augmentation de quota n'est pas payante, mais bien sûr, plus vous allez utiliser, plus ça va être payant. Mais simplement, pourquoi ils font ça? C'est pour s'assurer que tout le monde n'utilise pas à plein régime, parce qu'actuellement, tout ce qui est intelligence artificielle, ça consomme beaucoup, beaucoup, et donc il ne laisse pas une grande liberté à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il restricte. Mais si vous faites la demande n'est pas payante, hein. Vous n'avez pas de devoir payer 5 euros pour faire une demande sur un formulaire. Elle est totalement gratuite, mais bien sûr, vous allez augmenter votre quota, donc vous allez certainement payer plus cher vu que vous avez plus utilisé. Mais la demande en tant que telle n'est pas payante. En tout cas, pas à ce que je le sache. Les demandes que j'ai faites étaient totalement gratuites. Alors peut-être que ça a été modifié, mais je ne pense pas. Je vais juste, comme je vous l'ai dit, retrouver là où on fait la demande particulière et je vous ferai un screenshot pour l'envoyer dans les slides du mail. Comment intégrer Azure OpenAI Service dans une application via Azure API Management ou Logic App? En fait, ça va être plus ou moins relié par rapport à chaque fois là où vous êtes. Souvent, même ce soit sur, je vais reprendre par exemple tout ce qui est
Power Apps ou autre, il y a directement ce système inclus dedans. C'est pas, enfin, il me semble pas que ce soit via ce portail-là qu'on va Non. chipoter. Hein. C'est Logic App ou autre. Normalement, c'est connecté directement. Donc, il doit avoir une plateforme. Je n'ai pas la réponse en tant que telle, vous dire où aller, mais ça va être relié par rapport à ces Logic Apps-là et c'est pas via ce portail-là que vous allez faire les modifications. Voyez vraiment ce portail-là comme un playground où vous pouvez vous amuser un petit peu avec le modèle, voir un peu leurs limites et autres. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir changer. Ouais. Dernier petit point, avant de partir, il y a aussi le Azure, concrètement AI Hub, on va dire ça comme ça, où là on parlait, donc nous on s'est focalisé sur les modèles OpenAI, mais il y a aussi tout un tas de modèles en fait que vous pouvez utiliser via le Azure AI qui permettent d'avoir entre guillemets beaucoup plus de latitude par rapport à ce que vous voulez utiliser, quoi. Et là, il y en a quand même beaucoup, quoi. Et donc, Ouais. vous pouvez voir, il y a du Mistral, il y a du Meta, il y a plein de modèles. Et donc, ça, c'est pas plus mal aussi quand vous voulez, entre guillemets, aller un petit peu plus loin, de tester, de faire des benchmarks, de voir concrètement ce qui est possible de faire. Où là, vous avez directement les benchmarks qui sont compris justement dans AI Foundry, quoi. Et donc, voilà. Hop, on revient. Eh bien, de toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, nous on reste encore dispo 5 minutes dans le chat à la fin du petit webinaire. On vous enverra un mail avec donc les liens, etc., qui peuvent être utiles, un petit récap, un petit peu de ce qui s'est fait aujourd'hui et des démos. Je sais que ça fait beaucoup de contenu, mais on pourra en parler des heures, voire Ouais. des jours, peut-être pas des semaines parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais concrètement, on vous a ouvert une porte. Maintenant, c'est à vous de tester les limites et de voir les use cases que vous pourrez en tirer là-bas derrière. Ouais. C'est pour ça que peut-être pour revenir à la dernière question, peut-être que j'ai un peu bâclé la question et que j'ai pas été dans les détails, mais c'est parce que c'est un sujet qui peut prendre également un séminaire complet. Donc c'est pour ça que si jamais tu as des questions, tu peux revenir avec moi en privé, on va parler plus en détail, mais parce que expliquer ici, ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà pourquoi j'ai pas forcément répondu totalement à cette question. Mais n'hésitez pas, hein, vraiment, la dernière fois, quand j'ai eu le RAG, pas mal de personnes sont revenues me parler en email, donc n'hésitez pas à faire ça, quoi. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis. J'espère que vous serez de retour parce que la nouvelle vague de webinaires pour le prochain semestre va bientôt être annoncée. On va faire aussi beaucoup de séminaires concernant tout ça. Il y aura des nouvelles activités qui vont arriver au MIC qui seront vachement sympas, mais on vous laisse la surprise pour après les vacances de Noël. En tout cas, encore un grand merci. Merci Antoine. Merci. Et à bientôt. Et salut! Salut!